Pascal Hédou, vous venez d'être élu président du Conseil national des barreaux. Tout d'abord, est-ce que votre élection vous a surpris puisque vous n'étiez pas en tête au premier tour et vous êtes arrivé gagnant au second tour? Mon élection ne m'a pas surpris puisque j'étais candidat. Je voulais être élu. C'est une élection qui en a surpris sans doute plusieurs. Elle procède d'un processus politique. On sait que le Conseil national des barreaux est une institution où se retrouvent un certain nombre de groupes ordinaux, syndicaux, associatifs, qui constituent un ensemble politique, parisiens, provinciaux. Et mon élection procède de cet ensemble-là. Voilà en quoi certaines surprises ont pu se manifester. Moi, je l'avais espéré et je suis fier et reconnaissant d'avoir été élu. Et j'espère que je serai à hauteur de la tâche qui m'attend. Alors, quels sont selon vous les chantiers prioritaires qui doivent être mis en œuvre par le CNB pour protéger les intérêts des avocats? Alors toute la question est de savoir si le Conseil national est là pour protéger les intérêts des avocats. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de définir quel est le rôle des avocats dans une société, quelle est leur influence en matière sociale, en matière économique, et quel est le service, ce que l'on attend d'eux. Le rôle du Conseil national est, en représentant la profession d'avocat, de développer une offre de services, une offre professionnelle et compétente qui soit adaptée à l'ensemble de la demande du marché. Puisque nous avons compris que le droit donne lieu à des prestations de services et que ces prestations de services sont des prestations de marché concurrentiel. Les avocats n'aiment pas cela. Ce n'est pas leur culture d'origine. Mais nous devons comprendre, les avocats doivent admettre que depuis 10 ans, 20 ans, cette conception de la prestation juridique dans un marché concurrentiel est une conception dominante. Je ne crois pas que l'on puisse aller à rebours de cette conception. Donc ce que je souhaite, c'est que la profession d'avocat s'investisse de cette réalité-là et adopte les évolutions qui sont nécessaires. J'ai appris beaucoup, personnellement, à la Convention de Montpellier. Je me doutais d'un certain nombre de situations. Je me doutais d'une démarche nécessaire en termes sociologiques et en termes économiques. Mais nos interlocuteurs éminents sont venus nous convaincre de cela. La profession d'avocat doit adapter son évolution à l'évolution de la société. Et quand je parle de société, c'est la société, les rapports sociaux, mais ce sont aussi les rapports économiques. Ceci est indispensable. C'est une des idées forces qui est la mienne. Alors, vous avez parlé au vœu, vous avez évoqué la nécessité pour les avocats de parler d'une seule voix. Comment réaliser l'union alors que le barreau de Paris, par exemple, a déclaré ne pas se sentir représenté par le CNB? C'est une déclaration ancienne, déjà ancienne, parce que le temps passe très vite. C'est une déclaration qui procédait sans doute de situations singulières d'une certaine époque. C'est une déclaration que, personnellement, j'ai oubliée. Je dis, et je le confirme, que, à titre personnel, mais pour l'institution que je préside, j'entretiens et j'entends que les choses se poursuivent de la sorte. Des relations apaisées, franches, avec le barreau de Paris et son bâtonnier et son vice-bâtonnier. En ce moment, au Parlement se discutent les dispositions du projet de loi Macron. Concernant les avocats, quelles sont les dispositions que vous ne voudriez pas voir adoptées? Nous souhaitons que les ordres d'avocats
régule la profession. Et nous ne souhaitons pas, par exemple, qu'un grand désordre survienne en ce qui concerne l'installation des bureaux secondaires. Premier sujet. Deuxième sujet, lorsque le projet comporte un dispositif donnant des prérogatives à la DGCCRF en termes de contrôle, de transparence des honoraires, nous ne souhaitons pas que ces contrôles se déroulent dans des conditions qui violent le secret professionnel. Nous avons proposé, et nous espérons bien que le Parlement le retienne, que ces contrôles se déroulent en accompagnement du bâtonnier ou de son représentant, ou bien que ces contrôles soient confiés, comme d'autres le sont, aux ordres d'avocats et aux bâtonniers, à charge pour eux d'en rendre compte à la direction générale. Ce sont des sujets sur lesquels nous insistons, car ils sont importants et ils garantissent l'indépendance de la profession d'avocat et son secret professionnel. Nous ne souhaitons pas, en ce qui concerne les structures d'exercice, qu'on confonde le droit et le chiffre, pour faire simple. Nous vivons dans une situation qui est ambiguë et qui est désagréable. Nos amis experts comptables, parce qu'ils le sont par nature, bénéficient dans leur activité d'un accessoire qui est la prestation juridique. Précisément d'un accessoire. Il est hors de question que la profession d'avocat accepte que cet accessoire devienne un principal. Ou alors, et sans rire, je dirais à nos amis experts comptables, s'il en est ainsi, nous allons faire une réciprocité. Après tout. Vous voulez faire du droit à titre principal, pourquoi je ne ferai pas du chiffre à titre principal? Je ne suis pas naïf. Je sais parfaitement ce qui me sera répondu. Par les experts comptables, par Bercy, par tout le monde. Il est nécessaire de différencier les prestations. Elles sont différentes. Par conséquent, tout ce qui serait de nature à accorder à la profession d'expert comptable une hégémonie juridique qui ne serait pas l'accessoire ne sera jamais accepté par les avocats, en tout cas pas en l'état. Ce qui conduit à une déclinaison en termes de structure professionnelle. Dans la mesure où les sociétés d'expertise comptable fonctionnent comme des sociétés commerciales, dans la mesure où ces sociétés d'expertise comptable, si elles devaient pouvoir englober des sociétés d'exercice juridique, l'indépendance de l'avocat ne serait plus garantie. Ça, nous ne le souhaitons pas. Nous entendons par conséquent sur l'interprofessionnalité, développer l'interprofessionnalité entre professions juridiques et judiciaires, et nous ne souhaitons pas que ce développement soit admis avec les experts comptables. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est un constat de la nécessité d'un champ défini pour une activité et pour l'autre. Les sujets qui nous sont imposés ont trait, alors essentiellement aujourd'hui, outre les sujets que je viens d'aborder, à la territorialité et l'exercice territorial de la profession d'avocat. Je veux dire à M. Macron qu'il n'a pas 1 euro à espérer de la réforme de l'exercice professionnel de l'avocat en termes de territorialité. Pas un. Que Bruxelles ait demandé au gouvernement français de revoir le fonctionnement des professions. D'accord. Que nous soyons interpellés sur le sujet, d'accord. Mais que cette interpellation donne lieu à une communication consistante à dire la profession d'avocat capte un pouvoir d'achat
qui doit être libéralisé, ça je ne le conçois pas parce que ça n'est pas imaginable. Pour autant, il est vrai que la territorialité de notre exercice professionnel pose des questions. Et je l'ai dit à mes confrères, que je contrarie beaucoup. Mais je le répète, sans vouloir les agresser, mais pour qu'ils réfléchissent avec moi. La réforme de la procédure devant les cours d'appel, qui résulte de la suppression de la profession d'avoué, permet notamment à chaque avocat de postuler devant la cour. Ce qui conduit à une situation actuelle qui est un régime de double postulation, une postulation générale devant la cour d'appel, une postulation individualisée devant les tribunaux de grande instance. Ce qui impose dans le ressort des cours la présence de 2 avocats en première instance et n'impose plus que la présence d'un avocat au second degré. C'est une question. Chacun est capable de la comprendre. Qui est capable d'y apporter une réponse? À ce jour, compte tenu précisément des conditions dans lesquelles cette réforme est conduite, peu de monde.